Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de philosophie générale consacré à la notion de travail en lien avec celle de technique. Aujourd'hui, nous allons prolonger nos investigations précédentes entamées avec Platon, où nous avons établi des définitions générales et solides au sujet du travail et de la technique. Si vous voulez des définitions qui puissent servir de point de repère à ce niveau-là, je vous renvoie vers ma précédente vidéo. On va procéder en deux temps, donc. Tout d'abord, on va réfléchir sur la valeur même du travail en tant que produit destiné à être consommé au niveau monétaire avec Aristote. Et puis toujours avec Aristote, on va s'interroger sur la valeur du travail par rapport à la place qu'il occupe dans notre existence de façon générale. L'argent que l'on gagne grâce à nos efforts fait-il notre bonheur? Je reprends donc où on en était resté la fois précédente. On a vu que le travail était un labeur qui permettait d'obtenir de la nature ce qu'elle ne nous donnait pas d'elle-même, et qu'il s'agissait originellement donc d'une activité naturelle. On a vu également que pour dégager du temps libre et travailler de façon plus efficace en développant un savoir-faire au niveau technique, il fallait que le travail soit divisé. Le commerce et les échanges sont donc la conséquence de la division du travail et de l'impossibilité pour les hommes à tout faire ou à tout obtenir eux-mêmes. Vient alors le problème lié à la valeur du travail, à proprement parler, au niveau financier. Quand un travailleur produit un bien destiné à être consommé au sein de la division du travail, il doit nécessairement pouvoir l'échanger avec celui d'un autre. Or, le travail donne lieu à des produits qui sont de nature différente. Peut-on réellement comparer par exemple la production d'un architecte qui construit des maisons et celle d'un cordonnier qui produit ou répare des chaussures? La dernière fois, on s'était justement demandé si le troc était un moyen d'échange valide permettant de bénéficier du fruit du travail d'un autre moyennant le sien, et c'est justement là que le troc semble montrer assez rapidement ses limites à cause de la différence de nature qui subsiste entre les différentes marchandises. Le troc apparaît bien vite comme un moyen d'échange limité, car il ne permet pas de s'entendre unanimement sur la valeur de la marchandise. En effet, comment savoir combien de chaussures ou de bananes je vais devoir produire pour bénéficier d'une maison, par exemple? On peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables et qui sont pourtant le produit d'un travail. Il faudra beaucoup plus de temps pour construire une maison, par exemple, que pour aller cueillir un certain nombre de bananes. Du coup, ça devient difficile de savoir combien de bananes il faudrait cueillir, à quel effort ça va correspondre proportionnellement en termes d'énergie dépensée et de temps investi pour pouvoir bénéficier d'une maison. Vous voyez, donc là, il y a un problème qui est celui du fait de pouvoir mesurer ou plutôt évaluer les différentes marchandises. Donc la venue de la monnaie pour établir la valeur des marchandises est donc une nécessité, car elle permet d'égaliser les marchandises et de bénéficier d'un bien de nature réellement différente par rapport à celui que l'on a soi-même produit, en s'entendant sur un prix à partir de cette monnaie qui va donc servir de moyen d'échange. La valeur monétaire, pour évaluer le produit du travail qui va être vendu sur le marché, permet de faire abstraction des différences de nature entre les différentes formes de travail et de faire en sorte qu'en gagnant de l'argent, chacun puisse bénéficier par ce moyen du fruit du travail d'un autre. Toutefois, une fois que l'on a suffisamment développé le commerce et que l'on s'est rendu compte que la nécessité d'une monnaie pour égaliser les différentes marchandises, une fois qu'on s'est rendu compte que c'était justement quelque chose de nécessaire, le fait de développer la monnaie, comment fixer le prix des marchandises ensuite? Aristote s'interroge sur ce point au livre 5 de son Éthique à Nicomaque, où il développe une distinction conceptuelle qui servira de base solide au niveau économique, distinction qui sera reprise entre autres par Marx. Il s'agit de la distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange. Pour le résumer, la valeur d'usage, c'est la valeur que possède une marchandise au niveau de l'usage, c'est-à-dire de l'utilité de la chose même par rapport à la fréquence dont on va s'en servir statistiquement. La valeur d'échange, en revanche, c'est la valeur qu'une marchandise va avoir sur le marché à partir d'un prix
qui va lui être fixée, sa valeur au niveau monétaire donc. Je vous donne un exemple simple qui vient d'Adam Smith pour illustrer cette idée. L'eau possède une valeur d'usage qui est très importante parce que on en a énormément besoin, hein, on a tous soif. Si on ne boit pas au bout d'un certain temps, on meurt. Mais son prix au niveau financier est très faible et heureusement. Pour Aristote, il est nécessaire que la valeur d'usage et la valeur d'échange soient opposées, sinon peu de gens pourraient bénéficier des marchandises les plus rudimentaires et les plus indispensables pour survivre. Si la valeur d'échange de l'eau était proportionnelle à sa valeur d'usage, elle serait hors de prix. Mais justement, puisque l'eau est un bien naturel dont tout le monde a besoin, et qu'en plus elle est facile à trouver par rapport à d'autres biens plus difficiles à obtenir, eh bien, il est normal qu'elle ne coûte pas trop cher et possède une valeur d'échange faible. Dans l'exemple que donnera Adam Smith, il compare le cas de l'eau à celui du diamant. Des diamants, à l'inverse, possèdent une valeur d'usage très faible, mais par conséquent une valeur d'échange très élevée. En effet, on n'a pas besoin de diamants pour vivre, c'est un produit luxueux qui est là uniquement pour flatter l'ego des plus riches, et puisqu'il est plus difficile d'obtenir des diamants que de l'eau, cela va demander un travail plus important, donc il va falloir rentabiliser les efforts mobilisés et le fait que ça ne soit pas un bien réellement utile par un prix élevé et donc une grande valeur d'échange. Les diamants vont donc coûter beaucoup plus cher sur le marché que de l'eau minérale, c'est évident. Donc si vous devez illustrer cette distinction d'Aristote, retenez cet exemple illustratif d'Adam Smith, il est vraiment pratique, je trouve. On constate donc qu'au plus une marchandise est utile pour survivre, et au plus elle répond à un besoin important en termes de fréquence, au plus sa valeur d'échange, son prix sera faible, car elle sera davantage naturelle et plus facile à obtenir que des biens luxueux qui ne sont pas nécessaires pour vivre, et qui demandent de plus grands efforts pour être obtenus. Et puis puisque davantage de gens vont acheter, des biens, qui sont, nécessaires à la survie que des biens qui sont strictement, luxueux, forcément, le manque à gagner en produisant ces biens en grand nombre est largement compensé par le fait que beaucoup de personnes vont acheter de l'eau, vont acheter du pain et que ce donc on peut se permettre de les vendre à un prix qui est quand même pas très élevé. Donc c'est justement parce qu'on n'évalue pas la valeur de la marchandise issue du travail à partir de la stricte utilité vitale que le commerce a encore un sens et qu'il y a un minimum d'avantages à vivre en société. Sinon, l'eau ou le pain seraient hors de prix et le diamant ou l'or serait peu cher puisqu'ils ne répondent pas à un besoin et à une demande ultra fréquente statistiquement. Voilà, donc ça c'était les deux points qu'il fallait avoir bien compris dans la théorie économique d'Aristote. D'une part, on a besoin d'argent pour pouvoir échanger le produit de son travail, qui demeure potentiellement incomparable avec le fruit du travail d'un autre. Échanger un pot de confiture contre quelques bananes, pourquoi pas, mais échanger plusieurs caisses de pots de confiture contre une maison, là ça devient autrement plus problématique. Bon. Mais d'autre part, il faut que la valeur marchande du produit du travail en question soit inversement proportionnelle à son utilité, de sorte qu'un maximum de monde puisse bénéficier des produits issus du commerce en société. La question qui se pose maintenant, c'est la suivante. Comment évaluer le fruit du travail, non pas simplement au niveau strictement financier en tant que bien destiné à l'échange sur le marché, mais d'un point de vue strictement éthique. Pour le dire autrement, si travailler nous permet de bénéficier d'un certain gain au niveau financier qui est l'argent, comment établir le moment où précisément nous en avons suffisamment pour vivre ou même pour être heureux? Si la venue de la monnaie permet d'établir aux marchandises que nous échangeons un prix, comment établir la réelle valeur de l'argent en tant que tel? Voyez, l'argent, ça devient le moyen avec lequel on va évaluer une marchandise, donc le produit d'un travail. Mais nous-mêmes, comment est-ce qu'on fait justement pour établir la valeur de l'argent?
puisque c'est l'argent qui va être à l'origine de toute valeur précisément. Donc Aristote a une réflexion très intéressante là-dessus. Cette réflexion porte sur deux aspects. L'échange dit crématistique au livre 5 de l'Éthique à Nicomaque, qui est un exemple intéressant que je vais pouvoir utiliser pour aborder l'autre point, et un usage de l'argent dit crématistique dans le livre 2 de son ouvrage Les politiques. Qu'est-ce que ça veut dire crématistique? En fait, crématistique renvoie à l'usage fétiche qui est fait de la marchandise lors de l'échange. Le fétichisme, c'est quand on détourne quelque chose de sa fonction naturelle pour en faire autre chose. Donc la marchandise, comme produit d'un certain travail, dans ce que Aristote nomme l'échange crématistique, devient non pas simplement destiné à la consommation, mais à l'accumulation de toujours davantage d'argent. Donc je m'explique, le but de l'échange crématistique, c'est d'acheter certains biens, d'attendre que leur valeur d'échange, leur prix augmente sur le marché, et une fois que le prix a augmenté, hop, on revend l'objet en question à un prix supérieur auquel on l'a acheté, de façon à bénéficier de l'écart résidant entre le prix initial que cela nous a coûté et le prix qui a augmenté entre-temps. Donc, je vous donne un exemple qui parlera peut-être à certains. Personnellement, ceux qui font ça, je pense qu'il faudrait leur foutre des claques, mais bon, ce n'est que mon avis. Quand un festival ou un concert est prévu, ce qui implique de se rappeler de la lointaine époque où il n'y avait pas encore de pandémie mondiale, certaines personnes achètent dès que possible des tickets et vont ensuite revendre les tickets en question à un prix qui est 3 ou 4 fois plus cher que le prix initial, car ils savent que les tickets en question seront vite achetés et que donc bah ils vont pouvoir d'autant plus les revendre bien plus cher. Du coup, on se retrouve avec des énergumènes qui achètent des tickets de façon massive et privent ainsi potentiellement un ou plusieurs spectateurs du plaisir de se rendre à un concert en achetant leur billet à un prix raisonnable, puis revendre celui-ci à un prix ultra élevé une fois que les tickets en question ont été vendus en un rien de temps pour accumuler du bénéfice. Si vous trouvez ça légitime ou normal, on sera probablement jamais amis, c'est pas grave. Donc retenez bien en tout cas que la crématistique dans l'échange vise le bénéfice qui résulte de l'écart entre l'investissement initial et le prix auquel on revend l'objet en question. Qu'est-ce que ça implique par rapport à la notion de travail, me direz-vous? Eh ben, cela implique que l'échange, qui est un moyen de bénéficier de produits permettant de bien vivre, ainsi que le travail qui permet de gagner de l'argent, qui est un moyen d'échange initialement, deviennent des fins en soi. Pour Aristote, faire de l'argent un but dans la vie en achetant des biens seulement en prévision d'une revente éventuelle, à un prix plus élevé pour s'enrichir, ou tout simplement, c'est l'idée qui est abordée dans le livre 2 des politiques, accumuler un maximum d'argent en travaillant, est contre nature par définition. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'Aristote est un espèce de bobo naïf qui n'accorde pas de valeur à l'argent et qui pense que l'argent ne fait absolument pas le bonheur? Eh bien, c'est plus subtil et nuancé que ça. Dans le passage extrait des Politiques dont je vous parle, Aristote explique justement que l'argent doit être économisé et qu'il est nécessaire de gagner ce dernier par le travail, car c'est lui qui permet de développer des conditions de vie un minimum confortables et souhaitables pour soi-même ou pour sa propre famille. Le bon père de famille pour Aristote, il possède la prudence et donc il est capable d'anticiper un minimum les conséquences de ses dépenses ou de la quantité d'argent dont il pourrait avoir besoin. Ce qui va l'amener à économiser et à travailler pour être à l'abri du besoin et mettre sa famille à l'abri du besoin également. Je suppose que vous avez déjà entendu cette phrase cliché, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Eh bien, Aristote n'est pas très loin de cette idée, dans la mesure où, comme je l'ai expliqué dans ma toute première vidéo consacrée à Aristote et à son éthique, la vertu se situe dans un juste milieu. Et la prudence, qui est une vertu à la fois intellectuelle et pratique, permet de faire preuve de cette juste mesure, non seulement dans nos dépenses, mais aussi dans notre façon d'économiser de l'argent. En effet, pour Aristote, vous voyez, il y a un juste milieu entre le gros radin et celui qui, au contraire, est ultra dépensier.
La vertu, là encore, dans la manière d'utiliser son argent, elle est entre les deux. Bah, pour Aristote, le travail et l'économie d'argent deviennent crématistiques et contre nature s'ils deviennent des fins en soi, car ils perdent ainsi leur fonction strictement utilitaire pour devenir le but même de la vie. Or, le but de la vie pour Aristote, c'est quoi? Normalement, si vous connaissez un peu Aristote ou si vous avez vu la vidéo dont je vous parle, vous le savez, c'est le bonheur qui est le souverain bien. Je reviens pas là-dessus, j'ai déjà expliqué pourquoi dans la vidéo, dans ma première vidéo sur Aristote, à laquelle je vous renvoie. Donc, c'est le bonheur, ce n'est pas l'argent qui n'est qu'un moyen afin de développer des conditions matérielles confortables contribuant au bonheur. Je rappelle quand même en passant que pour Aristote, le bonheur réside dans le plaisir intellectuel lié à la culture. Donc si quelqu'un passe sa vie à travailler, forcément il n'a plus de temps libre pour pouvoir en profiter et ainsi accomplir sa finalité naturelle d'homme qui possède la raison. Donc pour Aristote, il existe donc un rapport contre nature au travail et à l'argent qui en résulte et qui consiste à développer un rapport fétiche à l'argent en faisant non plus un moyen, ce qu'est l'argent initialement puisque c'est un moyen d'échange, mais une fin en soi. C'est-à-dire que l'argent vient à se suffire à lui-même. Pourquoi on travaille? Pour gagner de l'argent et pour rien d'autre. Vous voyez, il y a plein de monde, vous leur demandez pourquoi ils travaillent, ils vont dire ah bah pour me faire de l'argent. Mais ils vous diront jamais pour être heureux. Vous voyez? Ça c'est non mais c'est très curieux, hein, vous demandez la plupart du temps, vous faites cette expérience-là, vous demandez aux gens pourquoi ils travaillent, ils vous diront jamais pour être heureux. Non, ils vous diront juste: «Ah, pour gagner de l'argent». Bon, bah, d'accord. Donc l'argent remplace donc le bonheur dans l'existence de certains hommes, alors qu'il est paradoxalement le moyen d'obtenir celui-ci dans la tête de ceux qui passent littéralement leur vie à travailler et à économiser toujours plus de gains. On peut trouver ça étrange tout de même, pourquoi celui qui passe sa vie à travailler et à économiser, au point que cela devienne la fin suprême de son existence, en oublie de dégager du temps libre pour profiter de son argent justement. Parce que c'est ce point-là qu'Aristote critique justement. C'est pas le fait qu'il y ait des gens qui travaillent énormément pour économiser toujours plus d'argent. C'est le fait qu'en fait, ces gens-là, en faisant ça, ne profitent même plus de l'argent qu'ils gagnent. Donc à quoi ça sert? Le fait que celui qui passe son temps à travailler et à économiser ne prenne même pas le temps de profiter de ses économies, bah du coup non seulement il n'est pas heureux, mais en plus il a perdu totalement de vue le but initial du travail et de l'économie. Aristote donne un élément d'explication qui est très intéressant, qui est presque psychologique, pour décrypter ce que l'on nommerait les accros du travail ou les gros radins, hein, selon que l'on se rapporte au travail lui-même ou à son résultat qui est l'argent. Il nous dit que c'est le désir de vivre qui s'exprime à travers le rapport fétiche à l'argent, désir de vivre qui va de pair avec la peur de manquer. En fait, celui qui perd littéralement sa vie à essayer de la gagner possède une volonté de vivre et une peur du manque qui est tellement intense que celle-ci l'aveugle et lui font perdre le rapport raisonnable et naturel qu'il convient d'avoir à l'argent. Le fait qu'il ne s'agisse que d'un moyen d'échange qui permet d'améliorer ses conditions de vie au niveau matériel justement, et non pas le bonheur lui-même qui n'est possible que si l'individu dégage du temps libre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour Aristote, eh bien, au plus une personne a peur de manquer, au plus elle est radine, au plus elle est dans vraiment le fait de toujours vouloir accumuler toujours plus d'argent, bah, au plus au fond d'elle, elle désire vivre et elle a peur, de manquer justement. C'est une peur, vraiment, qui est sourde et qui l'aveugle. Mais paradoxalement, elle veut tellement vivre qu'elle ne vit plus, puisqu'elle perd littéralement sa vie à essayer de la gagner. Donc le rapport sacré à l'argent dépend donc originellement d'une peur du manque pouvant entraîner, la mort et qui est tellement intériorisée qu'il nous fait perdre de vue ce qui est naturel, y compris le bonheur comme fin suprême de l'existence humaine. L'argent peut donc contribuer au bonheur au niveau matériel en nous mettant à l'abri du besoin, mais il existe un rapport contre nature à ce dernier qui peut nous faire perdre de vue le fait qu'il ne soit qu'un moyen en vue d'autre chose, le bonheur lié à un sentiment de sécurité, et pas le bonheur lui-même. Donc il faut pas viser le bonheur à travers l'argent, hein, pour le résumer simplement, mais il faut viser le bonheur grâce, dans un premier temps, à l'économie et à l'argent. Toutefois, si l'enrichissement paraît raisonnable jusqu'à un certain point,
C'est justement là-dessus qu'on peut, quand même essayer d'avoir un rapport critique à ce que dit Aristote. Peut-on considérer tout de même que cette course au profit, qui caractérise de nombreux hommes, est quand même nécessaire d'une certaine façon au développement de la richesse d'un pays et indirectement, qu'on le veuille ou non, bénéfique au bien commun? Est-ce que le culte de l'argent et l'accumulation de toujours plus de gains permettant l'échange, bien que contre nature, sont-ils finalement nécessaires au développement de nos sociétés jusqu'à notre époque moderne? Est-ce que, bah, justement, le fait qu'il y ait eu, historiquement parlant, beaucoup d'individus, avares ou qui, avaient, voué un certain culte à l'argent, indirectement, ça a permis quand même le développement, de nos sociétés, jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, c'est sur ce point que nous nous interrogerons la prochaine fois. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt.